Bonjour à toi et bienvenue dans ce premier épisode de ma série sur les éléments astrologiques. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Je suis très contente de t'avoir ici, très contente que tu m'écoutes. On va commencer du coup une nouvelle série sur les quatre éléments astrologiques, les quatre éléments donc l'air, la terre, le feu et bien sûr l'eau. Donc ces 4 éléments sont hyper importants et même je dirais primordial pour une connaissance complète de, l'astrologie et du fonctionnement de l'astrologie. Voilà, c'est un peu l'une des premières étapes, l'une des premières choses qu'on va apprendre, quand on s'intéresse un peu plus profondément, à l'astrologie et à son fonctionnement. C'est un peu, la base des archétypes avant de commencer à s'intéresser à chaque signe un peu plus profondément. On va d'abord s'intéresser à l'élément qui est en rapport avec, tous les signes astrologiques, les 4 éléments les plus importants. J'espère que je vais pas trop bégayer, que je vais pas dire n'importe quoi dans ce podcast parce qu'il est un peu tard. Ces dernières semaines ont été un peu compliquées pour moi en termes de créativité, de création. Je suis une personne qui est très cyclique et c'est vrai que, je suis encore en train d'apprendre à me connaître. Je suis encore en train d'apprendre à trouver mon équilibre et c'est vrai que, ouais, je suis très cyclique. Il y a des moments où je suis un peu plus en phase basse, en phase, de mutation un peu, où je suis un peu plus fatiguée, où j'ai un peu plus de mal à faire des choses, à passer à l'action et en plus, il y a eu pas mal, d'énergie assez, qui m'ont pas mal impacté ces dernières semaines. Donc c'est vrai que voilà, mercredi dernier, j'ai pas fait de podcast, hein, parce que j'avais vraiment pas la tête à ça. J'avais vraiment du mal à passer à la création. Mais voilà, je me suis vraiment donné ce défi de, malgré tout ne pas m'arrêter, de malgré tout continuer. C'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à terminer ce que je commençais, à en tout cas à avancer, de manière, assidue. J'avais toujours tendance à arrêter les choses par manque d'énergie, par manque de motivation peut-être, par, aussi comparaison avec les autres, l'impression de pas faire, aussi bien ou, de pas apporter, quelque chose d'intéressant vis-à-vis par rapport, aux autres. Donc c'est vrai que, ce manque de confiance m'a souvent emmenée à abandonner certains de mes projets. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose de différent. Je saurais pas comment expliquer ça, mais je sens qu'il y a quelque chose de différent. Déjà, ça se lit dans mon thème natal, que c'est vrai que ça, c'est totalement logique avec, ma mission de vie, avec, ce que je dois faire, tu vois? Avec, ma manière, de d'avancer dans le travail ou de ma manière de faire les choses, je sais que j'ai pas trop le choix, en fait, déjà. Déjà, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de je n'ai pas le choix. Je sais que c'est ce que je veux faire et je sais que c'est l'une des choses qui est le plus alignée avec moi, avec ce que je suis, avec mon fonctionnement. Donc en fait, j'ai pas le choix que de faire ça, j'ai pas le choix que de continuer et de mettre la motivation nécessaire pour y arriver. Donc bien sûr que, voilà, il faut que je sois, bienveillante envers moi-même. Il y a des semaines où je vais avoir un peu plus de mal que d'autres et c'est pas grave, c'est comme ça. Je dois juste, accepter, je dois juste, continuer à avancer et pas me dire, «Bon, voilà, ça sert à rien, là j'y arrive pas, donc j'abandonne tout» et au final, je regrette, quelques semaines après, quand j'ai retrouvé de l'énergie, je me retrouve à ne plus avoir à rien faire parce qu'il y a aussi l'aspect de honte, d'avoir arrêté et de pas vouloir continuer parce que j'ai arrêté. Donc ouais, je sens que c'est différent. Là, je me mets dans l'ambiance, un peu taureau, dans le sens où voilà, je vais lentement mais sûrement. Je mets les bases, je pose les bases, je crée les fondations et en fait, petit à petit, ça ne peut que, voilà, même mentalité saturnienne un peu, ça ne peut que avancer bonnement en fait. Ça ne peut que être positif pour moi si je continue à être assidue. Et d'ailleurs, encore une fois, ça se lit dans mon thème natal, le fait que, c'est un peu ma mission, c'est un peu ce que je dois apprendre dans cette vie effectivement. Apprendre à me créer des routines, à arrêter de voilà, enfin à être un peu plus, ouais, assidue, c'est le mot, hein, être, à réussir à avoir quelque chose d'assez équilibré en termes de journée, de routine, de création et cetera, de réussir vraiment à trouver un équilibre entre tous mes cycles. C'est vraiment une de mes missions de vie, en tout cas une des choses que j'ai à travailler dans cette vie, dans cette expérience de vie. Donc voilà.
Vous êtes là et tu es là pour m'accompagner dans ce petit voyage intérieur et j'espère qu'on va pouvoir suivre ça ensemble assez longuement. Enfin voilà. Aujourd'hui, on va donc commencer cette super série, des 4, éléments astrologiques et on va commencer par l'air et c'est pas un hasard si on commence par l'air, c'est parce qu'on est en pleine saison de la Balance, le signe d'air cardinal qui nous invite à l'harmonie et à la connexion. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 3 signes d'air, donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et je te promets, à la fin de cet épisode, tu vas comprendre pourquoi ces 3 signes semblent parfois vivre dans leur tête plutôt que dans le monde réel. En fait, voilà, imagine l'air comme un souffle qui transporte les idées, les mots, les connexions entre les êtres. Sans air, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de mouvement d'information. Les signes d'air sont clairement les messagers du zodiaque. Contrairement aux signes de terre, qu'on verra du coup dans un prochain épisode, je vais essayer de pas forcément faire les épisodes, voilà, là je vais pas les enchaîner, hein, je sais pas exactement quand est-ce que je ferai les prochains épisodes, mais c'est vrai que je vais faire un peu quand je le sens, quand j'ai envie de partir sur quelque chose que je connais un peu plus simplement. Je partirai sur un épisode, du coup, des éléments astrologiques, mais voilà, dans un prochain épisode, on parlera du signe de terre et du coup, voilà, contrairement, aux signes d'air, enfin pardon, aux signes de terre, qui ont du coup besoin de toucher, qui ont besoin de construire, qui ont besoin de matérialiser, l'air justement va vivre dans l'abstraction. C'est l'élément du mental, de la pensée, du concept. Tu vois, je sais pas si tu connais cette sensation quand tu es tellement absorbé par une idée que tu oublies de manger, ou quand une conversation te passionne au point de perdre la notion du temps. Ben ça, c'est clairement l'énergie air à l'œuvre. Les signes d'air ont besoin de 3 fondamentaux, euh, 3 besoins fondamentaux. Premièrement, la stimulation intellectuelle, c'est très important pour eux. Ils s'ennuient horriblement sans nouveauté mentale. Ils ont toujours besoin de nouveautés, d'expérimenter et de stimulation interne en fait. Et ils ont aussi besoin d'échanges et de communication. Ils pensent en parlant, en écrivant, en partageant. En fait, ils se comprennent eux-mêmes grâce à la communication, grâce à l'extériorisation. Donc voilà, l'archétype du signe d'air et de l'élément air, c'est vraiment de passer par l'extériorisation, par la communication, quelle qu'elle soit. En fait, c'est vraiment une manière pour eux de lâcher en fait et de comprendre et de visualiser en fait concrètement ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Ils ont aussi, ils ont aussi vraiment besoin d'une liberté de mouvement. Une liberté de mouvement qui passe par le physique, mais surtout par l'intellectuel. En fait, voilà, le don de l'air, c'est créer des ponts. Des ponts entre les idées, des ponts entre les gens, entre les mondes. Leur défi, ça va vraiment être de ne pas se perdre dans l'abstraction au point de se déconnecter de leur corps et de leurs émotions. Si on s'intéresse un peu plus profondément à ces 3 signes, on va commencer par le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un peu le messager curieux. C'est les Gémeaux, en fait, déjà, c'est un signe qui est doublé, qui sont représentés par les jumeaux Castor et Pollux de la mythologie grecque. Les frères étaient inséparables, mais Castor était mortel et Pollux immortel. Et quand Castor est mort, Pollux a supplié Zeus de les laisser partager l'immortalité. Le résultat, ils ont passé 6 mois sur Terre et 6 mois dans l'Olympe. Cette légende capture absolument parfaitement l'essence des Gémeaux, la dualité, le va-et-vient constant, l'impossibilité de choisir un seul monde. Le Gémeaux vit vraiment entre ces 2 dimensions simultanément. La planète qui gouverne le Gémeaux, c'est la planète Mercure, et Mercure, c'est le messager des dieux. Rapide, malin, capable de voyager entre tous les mondes, il porte vraiment dans la mythologie, des sandales ailées pour aller plus vite, parce que le temps, c'est ce qui manque le plus aux Gémeaux. Mercure donne aux Gémeaux une agilité mentale absolument exceptionnelle, une capacité d'adaptation instantanée,
et un talent pour la communication sous toutes ses formes. Mais aussi, évidemment, une tendance, hein, comme on le connaît dans ce fameux signe du Gémeaux, cet archétype du Gémeaux, une tendance à la dispersion, à l'éparpillement et à la superficialité. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très connu, hein, chez ce signe, cette tendance à l'éparpillement et d'ailleurs quand on a voilà, quand on voit enfin moi en tant qu'astrologue, quand je vois beaucoup de d'endroits, de positionnement en Gémeaux, je me dis: «Ah, aïe, aïe, aïe». Non, mais voilà. Après c'est le côté un peu négatif comme dans chaque signe, dans chaque artiqué dans chaque archétype, pardon, que ce soit, les archétypes des planètes, les archétypes des signes, des maisons, ce qu'on dit sur elle, il y a toujours une partie un peu plus sombre, une partie un peu plus lumineuse. On parle pas de positif ou de négatif en astrologie, on parle vraiment de lumineux ou de sombre. Ça ne veut pas dire que le sombre est négatif et ça ne veut pas dire que le lumineux est positif. C'est vraiment deux choses à mettre en évidence et à comprendre que c'est voilà, c'est deux énergies totalement différentes. Entre le positif, le négatif et le lumineux et le sombre, c'est, un peu comme, le yin et le yang. Il y a pas vraiment de positif ou de négatif, il y a pas de mieux, il y a pas de c'est 2 aspects différents, en fait, c'est tout. Donc voilà. La modalité du signe de Gémeaux, c'est, bien sûr, c'est un signe qui est mutable. Donc c'est quoi, hein? C'est, les signes mutables arrivent en général en fin de saison, ils préparent la transition. Le Gémeaux donc clôture le printemps et annonce l'été. C'est pour ça qu'il est si flexible, si changeant. La force du Gémeaux, c'est vraiment l'adaptation. Donc un signe mutable plus signe d'air, c'est clairement ça fait du Gémeaux un caméléon intellectuel. Il peut parler de philosophie antique avec toi le matin et de même TikTok l'après-midi. Il change de sujet, d'intérêt, parfois d'opinion, hein, avec une fluidité assez déconcertante. Si le Gémeaux était un personnage, je dirais que ce serait un journaliste d'investigation qui papillonne de sujet en sujet, toujours avec un petit carnet et 3 conversations en cours. C'est un signe qui est curieux de tout, qui est expert de rien parce qu'il ne va jamais vraiment profondément dans ce à quoi il s'intéresse. Il reste souvent un peu dans la superficialité, donc dans l'aspect premier des choses. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse, fait un signe, un archétype qui s'intéresse à beaucoup de choses, mais jamais assez longtemps pour vraiment y aller en profondeur ou pour que ce soit ennuyé pour lui en tout cas. Le Gémeaux va vraiment collecter des informations comme on collecte des papillons, justement. Pas pour les garder prisonniers, mais pour les observer, pour les comprendre, puis ensuite pour les relâcher et passer à l'information suivante. Le défi hein, d'évolution du Gémeaux, ça va être le fait d'apprendre d'apprendre. Oula. Le défi d'évolution du Gémeaux, ça va être le fait d'apprendre qu'explorer la surface de 1000 sujets ne remplace pas la plongée dans les profondeurs d'un seul. Donc son évolution passe par le choix, choisir de rester, d'approfondir, même quand c'est inconfortable pour lui. Ensuite, on va passer par le signe de la balance. C'est un signe harmonieux, un signe qui est vraiment là pour parler d'esthétisme, pour parler un peu de mythologie, hein, comme on a fait avec le Gémeaux. La Balance, c'est le seul signe du zodiaque représenté par un objet inanimé plutôt qu'un être vivant. Ces plateaux de balance qu'on voit dans les mains de Thémis, déesse de la justice, représentent vraiment cette énergie, hein, cet archétype de la Balance qui parle d'équilibre. Mais attention parce que la justice de la Balance n'est pas celle du tribunal, c'est celle de l'équilibre, comme utilisait l'équilibre cosmique, l'équilibre de l'univers, de l'harmonie parfaite entre les opposés. La Balance va chercher justement le point exact où tout se tient en suspension dans l'univers, le point d'équilibre, le point de milieu, quoi. Et ce signe, cet archétype est gouverné par la planète Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est la déesse de la beauté. Mais pour la balance, Vénus exprime sa face intellectuelle, pas sa face sensuelle. Là, ça va être plutôt pour le taureau.
Vénus donne à la balance un sens assez esthétique, assez raffiné, une capacité à voir la beauté dans l'harmonie, un besoin viscéral de relations équilibrées et un talent pour la diplomatie et la médiation. La balance utilise Vénus comme un outil de connexion sociale. Elle va créer de la beauté dans les relations, dans les espaces et dans les idées. La modalité de ce signe balance, c'est la modalité donc cardinale. Cardinal, c'est quoi? C'est l'initiateur. La balance, elle ouvre l'automne, elle initie le mouvement dans l'intériorisation. C'est un signe de leadership, même si ça ne se voit pas au premier abord, hein. Parce que voilà, cardinal plus R, ça crée un leader intellectuel qui inspire par l'exemple de l'harmonie. La balance ne dirige pas en imposant, mais elle va guider en créant un espace où chacun veut naturellement collaborer avec consentement. L'archétype de la balance, on va dire que si la balance c'était un personnage, comme j'ai pu faire avec le Gémeaux, je dirais que ce serait une diplomate qui organise des sommets internationaux dans des palais magnifiques. Elle sait que l'esthétisme et l'ambiance influencent énormément les décisions autant que les arguments rationnels. La balance voit toujours les deux côtés, toujours. C'est sa bénédiction, mais aussi sa malédiction. Elle comprend ton point de vue et celui de ton adversaire. Elle voit la beauté dans l'argument de chacun. Son défi d'évolution, ça va être d'apprendre que chercher l'équilibre parfait peut parfois devenir une prison. Parfois, il faut choisir un plateau plutôt que l'autre, même si ça crée du déséquilibre temporaire. Et effectivement, c'est l'une des énergies les plus difficiles à travailler pour la balance. Cet aspect de... En fait, tu vois, c'est un peu dans... Par exemple, voilà, tu as une petite dispute entre un groupe d'amis. Et la balance, typiquement, ça va être celle qui va essayer de comprendre tout le monde et qui va dire oui, mais voilà, celui-ci, je le comprends parce il vit ça ou parce qu'il ressent ça et parce que ci et parce que ça. Ou alors, tu vois, ça va être la première à dire quand il y a pareil, une dispute ou des choses qui sont un peu balancées, ça va être la première à dire mais attends, tu sais pas la vérité complète, on connaît jamais vraiment une vérité dans tous ses aspects. C'est vrai que l'énergie de la balance, c'est vraiment cette énergie-là. C'est une énergie que j'adore et que je déteste en même temps, parce que c'est une énergie que j'ai à l'intérieur de moi, parce que j'ai mon Mars en balance. Et en plus, Mars en balance, c'est vraiment cet aspect de être motivé par la justice et par l'équilibre. Donc c'est vrai que cette chose-là, elle peut vraiment être... Enfin, c'est quelque chose que je connais assez fort. Mais tu vois, j'ai été souvent confrontée et je pense que ça a une raison, même c'est sûr. L'univers essaye de m'envoyer des signaux, me montrer des choses, j'en sais rien, mais j'ai été souvent, très, 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 très souvent confrontée à des gens qui avaient cet aspect, cet archétype un peu balance de ne jamais vraiment se mettre, ne jamais vraiment prendre position, en fait. Prendre position. C'est vrai que pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de prendre position, en tout cas besoin de gens qui prennent position, mais des positions concrètes. Parce qu'en plus, j'ai un stellium, un scorpion, donc enfin moi, quand je prends position, quoi. Je sais, grâce à mes aspects, pardon, grâce à mes placements nombreux en balance, je sais toujours me remettre en question, mais quand j'ai un avis sur une situation ou sur une personne, il est vrai que j'ai du mal à comment dire? À accepter que les autres n'aient pas le même avis que moi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup eu tendance à être confrontée à des gens avec cette énergie balance, en me disant qu'il fallait que je nuance mes propos. Et en fait, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que tout est à nuancer. Je pense que c'est quand même une belle énergie. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant, en fait, parfois. Cette énergie balance qui a envie de toujours être un peu au milieu, de toujours trouver l'équilibre. Donc ouais, c'est ça, le défi de la balance, ça peut être d'un peu des fois, hein, choisir un plateau, choisir une chose plutôt que l'autre, même si ça crée du déséquilibre temporaire. C'est un peu, son axe d'évolution passe par l'acceptation que le conflit peut être nécessaire à la vraie harmonie. En fait, que le conflit peut être quelque chose qui fait évoluer, qui fait transformer en fait pas mal de choses. Donc voilà, c'est son axe d'évolution. Passons ensuite avec le Verseau. Le Verseau, c'est un peu le visionnaire, hein, c'est un peu le visionnaire rebelle.
Dans la mythologie derrière le Verseau, en fait, voilà, le Verseau, c'est le porteur d'eau, mais pas n'importe quelle eau. L'eau de la connaissance qu'il verse sur l'humanité. Dans la mythologie, c'est, Ganymède et le dans la mythologie, c'est Ganymède enlevé par Zeus pour devenir l'échanson des dieux. Cette image du Verseau versant l'eau du savoir capture son essence. Il apporte à l'humanité ce qui vient d'en haut. Il fait descendre les idées du ciel vers la terre. C'est le canal entre le futur et le présent. La planète qui gouverne le Verseau, c'est Uranus et Saturne en astrologie traditionnelle. Uranus, c'est l'électricité cosmique, c'est l'éclair qui déchire le ciel. C'est la planète de l'innovation, de la révolution, du génie soudain. Donc Uranus va vraiment donner au Verseau des intuitions qui viennent un peu de nulle part, qui viennent un peu comme ça d'un coup, comme un coup d'électrocution. Une vision du futur un peu avant tout le monde, hein. C'est vraiment ce visionnaire, hein. Il voit un peu tout ce qui va se passer avant les autres. Un besoin de liberté absolument absolu, en fait, un grand besoin de liberté. Et un côté franchement excentrique, hein. Uranus, c'est l'excentricité à son paroxysme. Mais voilà, le Verseau est aussi co-gouverné par Saturne en astrologie traditionnelle. Il ne faut pas l'oublier, il faut toujours le prendre en compte. C'est ce qui explique un peu ce paradoxe Verseau, rebelle mais structuré, visionnaire mais pragmatique. Saturne lui donne vraiment la discipline pour concrétiser ses visions uraniennes. La modalité du Verseau, c'est une modalité fixe. Donc fixe, ça veut dire c'est le stabilisateur. Le Verseau fixe l'hiver à son apogée. C'est le signe qui maintient, qui préserve et qui s'accroche. Fixe plus air, une idée fixe. Le Verseau, et c'est le seul signe d'air fixe. Et c'est ce qui crée en fait ce mélange assez étrange, cette flexibilité intellectuellement, mais cette rigidité dans ses convictions. Une fois qu'un Verseau a décidé que quelque chose était vrai ou juste, bonne chance pour lui faire changer d'avis, hein. C'est presque impossible, hein, au contraire de la Balance qu'on a vue un peu avant. Et c'est vraiment cette différence qui est assez hallucinante parce que c'est quand même deux signes d'air. Donc, comme quoi on ne peut pas totalement comprendre les signes d'air juste en prenant l'air, en fait. L'archétype du Verseau, c'est vraiment, voilà, si le Verseau c'était un personnage, ce serait un peu un inventeur fou qui vit dans un loft rempli de prototypes futuristes et de manifestes révolutionnaires. Il est à la fois en fait complètement détaché émotionnellement, hein, et profondément concerné par l'humanité dans son ensemble. Donc c'est vrai que ça peut être un paradoxe, ça peut sembler être un paradoxe, mais en fait c'est totalement logique. Dans le sens où le Verseau, il est détaché de lui-même. En fait, il se voit pas. Il voit un peu, il voit le monde à travers le monde, il voit le monde à travers les autres, à travers le collectif. Il ne se voit pas en tant qu'individu, il se voit en tant que personne qui est dans le monde, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. Il se voit à l'extérieur, en fait, s'il n'est pas vraiment à l'intérieur de lui. On dit d'ailleurs que le Verseau, c'est un peu un signe orphelin, un signe qui a l'impression de ne pas avoir de parents, qui a l'impression un peu d'être l'enfant du monde, quoi. De ne pas avoir de terre, de ne pas avoir de patrie, de n'appartenir à personne, plutôt que de n'appartenir qu'au monde, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. Tu vois, en fait, le Verseau, il aime vraiment profondément l'humanité, mais il va galérer avec les humains individuellement. En fait, il pense en termes de collectif, de système, d'avenir de l'espèce. Pour lui, ton petit drame personnel du mardi, il a vraiment du mal à s'y connecter, quoi. Il est vraiment, mais pas du tout, du tout dans cette ambiance, quoi. Mais une injustice systémique, les grandes causes, il va vraiment être prêt à se battre et à combattre, en fait, pour ça. C'est vraiment la base pour lui, les grandes causes, en fait. Son défi d'évolution, c'est l'incarnation. Le Verseau doit vraiment apprendre que le futur se construit à travers le présent et que les humains réels, avec leurs émotions désordonnées, sont ceux qui créeront ce futur. Et son évolution, justement, passe par l'acceptation de l'imperfection humaine, y compris la sienne, parce que c'est vrai que le Verseau peut avoir beaucoup de difficultés à accepter ses propres imperfections, tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on a exploré chacun des signes d'air, regardons comment ils forment un tout assez cohérent, hein.
le triangle d'air, hein, Gémeaux collecte et distribue l'information, la Balance va synthétiser et harmoniser tout ça, le Verseau va conceptualiser et va révolutionner. Si tu imagines une bibliothèque, disons que Gémeaux, c'est le lecteur vorace qui passe d'un livre à l'autre. Balance, c'est la bibliothécaire qui classe et qui crée des connexions entre les œuvres. Et le Verseau, c'est l'architecte qui repense complètement le concept même de la bibliothèque. Donc voilà, les défis communs des signes d'air, c'est le fait de vivre un peu trop dans leur tête. Ils ont tendance à rationaliser au lieu de ressentir vraiment. Ils peuvent avoir aussi du mal avec l'engagement mental pour les Gémeaux, relationnel pour la Balance et systémique pour le Verseau. Mais leur don commun, c'est le fait de justement, comme on avait dit au début, de créer des ponts entre les idées et les gens, de voir les patterns invisibles et de communiquer des concepts assez complexes, assez difficiles pour les autres. Ils ont aussi cette capacité d'apporter un peu de fraîcheur et de renouveau dans ce monde. Donc voilà, on approche de la fin. Les signes d'air, ça va vraiment nous rappeler qu'on est des êtres pensants, que les idées ont le pouvoir de changer le monde et que la communication est ce qui nous rend humains, tout simplement, ce qui nous rend profondément humains. Si tu as beaucoup d'air dans ton thème, ton défi va vraiment être de redescendre sur Terre, de te reconnecter à ton corps, à tes émotions, au concret. Mais ton don, et il ne faut pas que tu l'oublies, ton don est d'être celle qui fait circuler l'information, qui connecte les gens entre eux, qui apporte de nouvelles perspectives. Donc voilà, n'oublie jamais que tout a des possibilités de belles, de beau, de bon, en fait, et que tout n'est pas forcément mauvais. Si tu n'as pas d'air dans ton thème, tu peux peut-être te sentir trop lourde, trop émotionnelle ou trop ancrée. Les signes d'air, en fait, te montrent la voie de la légèreté, de la perspective, du recul mental. Donc voilà, c'est peut-être des choses que tu vas devoir travailler petit à petit. Dans le prochain épisode, on explorera les signes de feu, je pense. Donc Bélier, Lion et Sagittaire, l'élément de la passion, du courage et de la création. En attendant, observe les gens autour de toi. Qui papillonne de sujet en sujet, qui cherche toujours l'harmonie, qui parle du futur comme s'il y vivait déjà. Et tu reconnaîtras les signatures de l'air. N'oublie pas de regarder tout ce qu'il y a autour de toi et d'essayer d'imaginer un peu quelle énergie ils représentent, quel archétype ils peuvent représenter. C'est toujours intéressant de travailler sur ça quand on s'intéresse un peu à l'astrologie et qu'on a envie de pousser un peu tout ça. Bientôt, je vais publier mon premier e-book sur la manifestation lunaire à travers les signes d'eau, donc la reconnexion à son intuition, la reconnexion à son soi profond, à son enfant intérieur, etc. Et comment l'utiliser pour manifester avec les différentes lunaisons, tout simplement. Donc, si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à aller sur mon Instagram, @acaciaetlune, ACACIAETLUNE, pour pouvoir cliquer dans le lien dans ma bio, justement, pour répondre au questionnaire qui fera de toi l'un des premiers à tester ce e-book en avant-première, en moins cher que le prix de base. Je crois qu'il y a un moins de 30%, il me semble. Donc voilà, si je te choisis entre les 10 personnes, je vais choisir 10 personnes pour tester ce e-book en avant-première. Tu pourras un peu donner ton avis, me faire des retours, me dire s'il y a des choses à rajouter, à enlever, à tester. N'hésite pas à aller sur mon Instagram pour tester tout ça. N'hésite pas à venir me suivre, à t'abonner, à mettre un commentaire si cet épisode t'a plu, si tu as appris des choses. Pense aussi à venir m'écrire en DM si tu as des choses à rajouter, des choses sur lesquelles tu as envie de rebondir ou des questions. Je réponds à tous mes DM, donc vraiment, mais lance-toi sans aucun souci. Je suis là pour ça. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. C'était Acacia et Lune et je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie jamais, ton thème n'est pas ta prison, mais c'est ta carte au trésor. À très bientôt.